Gilles Sioufi va proposer une intervention intitulée « L'usage n'a pas suivi, la place de l'argument de l'usage dans les débats sur l'orthographe ». On en a déjà parlé tout à l'heure et c'est effectivement un point tout à fait important. Alors je voudrais commencer par remercier l'ASL d'organiser un colloque sur une question qui nous met à la fois dans une position d'observateur, d'analyste et aussi de certaines formes d'engagement, donc en lien avec la société. Comment peut-on encore s'opposer à une réforme de l'orthographe ? Donc le titre du colloque oriente déjà pas mal la discussion. Et donc nous avons imaginé nous répartir en quelque sorte un petit peu les arguments possibles. Et je vais me consacrer à l'argument connu qui est essentiellement celui de l'Académie française. L'usage n'a pas suivi. Alors pour l'exemplifier, voici ce que nous trouvons en 2016 dans une déclaration de l'Académie française. L'Académie s'interroge sur les raisons de l'exhumation par le ministre de l'Éducation nationale d'un projet vieux d'un quart de siècle, je passe sur le mode de comptage, et qui, à quelques exceptions près, n'a pas reçu la sanction de l'usage. C'est l'argument essentiel qu'on observe dans la communication officielle de l'Académie pour s'opposer à toute réforme de l'orthographe, et ce depuis la création. Et ce texte s'arc-boute véritablement sur la notion d'usage, comme on le voit un peu plus loin, en reprenant le motif installé par Vaugelas en 1647 de l'usage maître et tyran des langues, je rappelle la formule, pour s'opposer à toute forme d'interventionnisme en général. Ici, elle a réaffirmé qu'il n'appartient ni au pouvoir politique ni à l'administration de légiférer ou de réglementer en matière de langage, l'usage législateur suprême rendant seul compte des évolutions naturelles de la langue. Alors l'Académie plaide ici pour un caractère naturel de l'évolution selon une vision typique d'un certain 19e siècle, le vitalisme de la langue comme organisme vivant, et dont le paradigme historique a été bien étudié, avec, à la fin d'ailleurs, deux arguments supplémentaires qui sont le recours au génie de la langue, notion tout à fait protéiforme dans l'histoire, et sous laquelle on a mis plutôt au XVIIe siècle l'effet d'anomalie et au XVIIIe siècle l'effet d'analogie. Et l'argument patrimonial, c'est-à-dire la transmission des textes anciens. On remarque également dans ce texte l'expression ambiguë d'orthographe d'usage, qui est visiblement ici employée au sens de orthographe en usage. Si on suit la définition d'orthographe d'usage telle qu'elle est rappelée par le petit Robert, par exemple, certes il est question d'orthographe usuelle, mais bon, c'est synonyme de l'orthographe lexicale, mais il est indiqué aussi la forme sous laquelle ils sont répertoriés dans le dictionnaire. Donc comme l'Académie est à l'origine d'un dictionnaire, la boucle est bouclée, pour ainsi dire. Il y a une circularité ici. Par ailleurs, il est visible que, malgré l'argument de l'usage, l'Académie cherche à maintenir une position d'autorité, certaine que l'usage ne saurait être modifié par décret, donc c'est le motif de l'anti-interventionnisme, opposé à une prescription de caractère obligatoire. Mais je vous invite à regarder la fin du texte. Elle s'est proposée, selon une procédure qu'elle a déjà suivie à plusieurs reprises, de juger à terme, donc ça c'est un aspect de l'argument de l'usage, des graphies de l'usage législateur suprême, que l'usage législateur suprême aura retenu, et de confirmer ou infirmer les modifications recommandées. Autrement dit, au-delà de la sanction de l'usage, l'Académie ne s'interdit pas de juger au final, et en confirmant ou infirmant. Qui est alors le législateur suprême ? Est-ce vraiment l'usage ? L'Académie va-t-elle examiner tout l'usage ou seulement les modifications recommandées ? Qu'est-ce que l'usage ? Est-ce que c'est la totalité des graphies attestées ? Est-ce qu'on va se donner les moyens de les examiner ? Est-ce que c'est un usage majoritaire, sélectionné ? De quoi l'usage est-il le nom, en somme ? Alors, de façon générale, l'argument de l'usage est essentiellement l'argument de l'Académie, et ce n'est peut-être pas le plus utilisé dans les médias. Il est utilisé un petit peu, mais j'ai remarqué que ce n'était pas majoritaire.
Mais on peut tout de même le relier à quelques arguments connexes qui sont très relayés. Certains liés à la conception qu'on peut se faire de l'usage lui-même et d'autres à la relation entre les pôles de l'usage et de l'autorité. L'argument de la stabilité, l'idée que l'usage introduit une certaine stabilité. Et ici, c'est l'argument des inconvénients de la nouveauté dont on a parlé à l'instant, qui était déjà mis en avant par le secrétaire perpétuel du début du XVIIIe siècle, Régnier Desmarais. C'est l'idée qu'on est attaché à l'orthographe traditionnelle précisément parce qu'elle est en usage. Et qui dit usage, à ce moment-là, dit continuité, d'où repère. C'est l'argument du repère, qui est souvent mobilisé dans les débats, dans l'enseignement. L'argument également qu'une réforme introduirait une perturbation dans l'usage précisément à cause de son caractère non prescriptif. C'est ce qui a été dit à l'instant dans nos échanges. Parce que la réforme de 1990 nous oblige à faire un choix et que nous ne souhaitons pas devancer l'usage, indique par exemple le site du projet Voltaire. Lorsque l'ensemble des francophones écriront dans la nouvelle orthographe et que le monde de l'enseignement l'aura majoritairement adopté, le projet Voltaire suivra la tendance. L'argument selon lequel une intervention serait nécessairement suivie d'une deuxième, voire d'une troisième, c'est ce que j'appellerais la théorie du cheval de Troie, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche quelque chose, on va tout toucher, ça ne va jamais s'arrêter. C'est un argument qui est utilisé ici dans un article du Figaro de 2016. On pourrait aussi résumer cet argument en disant c'est l'argument de la boîte de Pandore, en quelque sorte, l'orthographe. N'ouvrons surtout pas la boîte de Pandore. Et puis des arguments liés au rapport entre autorité et usage. Alors, c'est l'argument selon lequel l'usage aurait une valeur normative supérieure à la prescription. Par une modération par le nombre, en quelque sorte, et aussi parce que la prescription pose toujours des problèmes de légitimité, c'est-à-dire qui va lancer la prescription, et cette autorité est-elle bien légitime ? Ce qui montre qu'il est évidemment beaucoup question de pouvoir symbolique dans ce qui se joue ici, c'est que le discours de l'Académie avance en même temps que si autorité institutionnelle il doit y avoir, c'est l'affaire de l'Académie française, et si autorité il doit y avoir hors institution, ce n'est pas l'usage général, mais les écrivains, selon une notion sur laquelle on va revenir. Donc, car elle s'explique historiquement, cet appel aux écrivains. Donc, on va revenir sur l'histoire, c'est un peu la mission qui m'a été confiée aujourd'hui, pour montrer comment l'argument de l'usage a été mobilisé, comment il a évolué, et comment il s'est développé surtout dans des directions argumentatives différentes, hétérogènes et parfois contradictoires, comme ça l'a été déjà un petit peu indiqué. On peut en effet être d'accord avec Michel Arrivé qui, en 93-94, défendait qu'il fallait réintroduire de la mémoire dans ce débat. Sinon, on est condamné à le reprendre en permanence sur de fausses bases. Par exemple, la prétendue opposition entre orthographe traditionnelle et orthographe entièrement phonétique qu'on retrouve encore en octobre 2023 dans un article du Figaro. L'argument de l'usage est-il cohérent ? Il faut essayer, sous la gangue des discours et du langage, de dégager les directions argumentatives qu'il contient et de les confronter. Alors, je vais présenter les circonstances d'apparition de cet argument, montrer qu'il l'expose à de nombreux paradoxes et enfin pourquoi il ne peut guère plus se tenir aujourd'hui dans les circonstances, dans le contexte actuel. Alors, que pouvait-on entendre pardon, je manipule mal mon... que pouvait-on entendre par usage au moment de la création de l'Académie ? Essentiellement celui des grammairiens et des imprimeurs. Ça a été dit, ceux qui avaient pris le pouvoir sur l'orthographe, c'était les imprimeurs, pas celui de la population générale. Ce n'est pas l'usage de la population générale. La notion d'orthographe ne concerne en effet que les écrits imprimés. Et on rappelle qu'il y a une querelle forte au XVIe siècle entre les tenants d'une orthographe plutôt étymologique, qui tirerait sa légitimité d'un rapport conservé avec les racines latines et grecques,
et d'une orthographe qui s'adapte plus ou moins à la prononciation. Je renvoie aux travaux bien connus, Suzanne Baddeley, Liselotte Pasque, Nina Katasch. Contre Maigret, réformateur, Robert Estienne définit l'usage comme la plus commune et reçue écriture, donc là c'est notre affaire, prononciation et manière de parler conforme au langage de nos plus anciens bien exercés en notre langue. Il donne ainsi 2 assises à l'usage, la règle de la majorité, la major pars comme on disait en latin, et la pratique des plus anciens et des plus lettrés. En introduisant ce critère des plus lettrés, il glisse vers l'interprétation plus restrictive que va donner Vaugelas, qui est en termes de senior pars, selon l'opposition antique entre la majorité et l'élite. Et Vaugelas va, dans une définition bien connue, nous indiquer que l'usage, c'est en fait l'usage de la plus saine partie des auteurs de la cour et des auteurs du temps. Vaugelas modifie le système de référence de Robert Estienne en se référant aux écrivains actuels et non du passé, les plus anciens de Robert Estienne. Par usage, l'Académie va entendre de façon implicite le bon usage actuel. À sa création, l'Académie n'arrive donc pas sur un terrain vierge. Il s'agit même d'un terrain miné. Elle considère que sa mission est d'apporter une orthographe unique face au risque de diversité des décisions singulières, et elle va s'efforcer de disqualifier toutes ces décisions singulières au nom du principe de l'habitude, de la coutume, la consuetudo. Et sa position sur l'orthographe va également être liée à la démarche lexicographique, parce que ça c'est un point important que rappelle Suzanne Baddeley. À l'époque, l'orthographe n'est pas pensée seulement comme un rapport entre forme phonique et forme graphique, mais aussi comme un rapport entre langue d'aujourd'hui et langue d'hier. L'orthographe est tout à fait liée à l'étymologie. C'est ce qui marque le lien avec le passé. Dans les principes exposés par Bossuet en 1673 et rapportés dans les cahiers de Mézeray, voici comment est définie l'attitude de l'Académie. Elle se propose, 1, de suivre l'usage constant de ceux qui savent écrire, donc une senior pars, une version élite. Elle veut tâcher de rendre autant qu'il se pourra l'usage uniforme, donc une conception globalisante de l'usage, et de le rendre durable. Alors, on observe que l'argument de l'usage se déploie dans un sens élitiste, d'une valorisation d'une homogénéité synchronique, et vers l'avenir, comme garant de durabilité. On ne sait pas, néanmoins, comment assurer la durabilité à une graphie attestée et qu'on enregistre. À sa suite, l'Académie va faire le choix d'une orthographe ancienne contre une orthographe nouvelle. Il y a ces 2 termes au XVIIe siècle, même si dans les faits, le fait de suivre l'usage l'entraînera à de nombreuses exceptions reconnues par l'Académie elle-même, de voir écrit D-E-V-O-I-R et non pas D-E-B-V-O-I-R, ce qui fera dire à Nina Katasch: tout contredit dans les faits le choix arbitraire de l'ancienne orthographe, mais, ajoute Nina Katasch, mais déterminera l'histoire graphique de la France. La préface de la première édition du dictionnaire intervient dans un contexte très animé. On sent la crispation autour de cette question d'usage. L'Académie prend soin de verrouiller le débat d'entrée de jeu, pour ainsi dire, en mettant l'orthographe sur le même plan que la langue, en se faisant le porte-parole d'un usage qui n'aurait pas suivi. Il faut reconnaître l'usage pour le maître de l'orthographe aussi bien que du choix des mots. Cette position n'était pas du tout facile à tenir à l'époque. Il s'agit d'intégrer l'orthographe dans le rapport à la langue. Et puis elle disqualifie déjà les tentatives nombreuses qui ont été faites au XVIIe siècle pour la réformation de l'orthographe. Plusieurs particuliers, donc c'est l'opposition du particulier et du commun qui est ici en jeu, qui ont fait des règles que personne n'a voulu observer, disqualifier, ce qui est en grande partie faux. Cependant, dans ses éditions suivantes, 1718-1740, l'Académie va se retrouver vite piégée par la théorie de l'usage.
La préface de 1718 va revendiquer ainsi une position que je qualifierais de au milieu du gué. Elle ne veut pas prendre parti, d'accord, mais elle dit l'usage, l'ancienne manière d'écrire nous échappe tous les jours et il ne faut point se presser de la rejeter, on ne doit pas non plus faire de trop grands efforts pour la retenir. La préface de 1740, alors qu'on a confié à d'Olivet le soin de procéder à des réflexions, 5000 mots sur 18 000 mots tout de même, reconnaît que l'usage est un facteur d'anomalie dans la prononciation. Il a été question tout à l'heure des rapports prononciation-graphie. Si réforme il doit y avoir dans l'orthographe, c'est pour accompagner cette anomalie qu'introduit la prononciation, qui entraîne une trop grande distance entre oral et écrit. Cette loi contraint l'Académie à accepter des changements qui sont indiqués dans cette diapo. Et le terme « contraint » est indiqué explicitement ici. L'Académie s'est vue contrainte. Donc finalement, la loi de l'usage se retourne contre elle, d'une certaine manière. Le texte se termine aussi par une distinction entre usage qui commence, c'est dans la dernière ligne, et usage généralement reçu. Ça installe une ambiguïté qui va revenir dans beaucoup de discours ultérieurs sur l'usage. De quels moyens dispose-t-on pour disqualifier un usage qui commence ? Peut-il y avoir à un moment donné quelque chose comme un usage fixé, un usage généralement reçu ? Alors les préfaces de 1798 et 1835 ne disent rien sur l'orthographe, mais 1835 ajoute dans l'article orthographe du dictionnaire cette précision. L'art et la manière d'écrire les mots correctement selon l'usage établi. Donc on voit une nouvelle crispation, il va y avoir une montée permanente de ce motif de l'usage dans les préfaces de l'Académie, dans les textes de l'Académie. L'article évoque également les initiatives privées d'écrivains, Dan parlait de Diderot tout à l'heure, qui ont du Voltaire, etc., du Marsay, du Clos, Pinot Duclos, qui sont cités ici, qui ont essayé de proposer leurs orthographes et les disqualifient. Bon. La 9e édition va même préciser la formule. On voit que cette formule est extrêmement surveillée. Ici, nous avions, selon l'usage établi, dans la 9e édition, suivant les formes consacrées par l'usage, donc il y a l'idée de sanction par l'usage, et puis il y a un long paragraphe, un paragraphe historique qui explique qui fait un petit résumé de l'histoire de l'orthographe depuis le XVIe siècle, qui témoigne de cette crispation. La préface de 1878 tente de sortir de l'ornière en séparant l'orthographe de la langue et en disant « bon, prononciation et graphie, c'est pas la même chose. Donc, l'orthographe est pour les yeux et la prononciation pour l'oreille. » Ce qui est un discours très rapidement intenable, qu'évidemment on n'a pas tenu, parce que ça nous orienterait vers un système proche de l'hébreu ou de l'arabe, en quelque sorte. Donc, ici, la première réflexion linguistique va s'arrêter. Bon, on peut dire qu'il y a une réflexion linguistique ici. De fait, l'Académie est restée fidèle à son principe, qui est de faire non pas un dictionnaire étymologique et historique. Alors ça, c'est la préface de 1932-1935, qui tente de revenir à l'usage, mais en ajoutant l'idée qu'il s'agirait de modérer et pas seulement d'enregistrer. L'Académie est restée fidèle à son principe, qui est de faire non pas un dictionnaire étymologique et historique de la langue, mais un dictionnaire de l'usage. Donc là, on est à nouveau dans le piège de l'usage actuel. Mais elle siffle aussi, pour ainsi dire, la fin du match. Elle ne cesse de rappeler que l'Académie ne prétend ni régenter le vocabulaire, ni légiférer en matière de syntaxe, mais pour elle, l'histoire s'est arrêtée. Pour elle, l'histoire s'est arrêtée. L'orthographe s'est fixée et il n'y a plus que besoin de l'enregistrer. Il y a un usage fixé, reçu, contre lequel l'usage même ne pourra plus rien. Elle tente aussi de disqualifier toute idée de réforme au motif qu'une réforme mécontenterait à la fois ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est la dernière phrase de ce passage ici.
La préface de 1992, qui n'est donc pas la préface de la 9e édition, de Maurice Druon, enfonce le clou sur cette idée de modérer l'usage, mais avec un pari qui est au milieu du texte, à peu près, j'ai montré tout le texte, qui est celui que finalement le temps nous débarrassera, c'est l'argument selon lequel le temps nous débarrasse de ce qui nous encombre, en quelque sorte, de ce qui ne nous plaît pas. Ici, il refait en quelque sorte un petit peu l'historique également. Avec l'idée antique du pouvoir d'arbitrage, de l'usage, etc. Donc il faut accepter l'usage, mais peut-être à regret. Et ici, on va remarquer l'emploi du verbe céder. L'usage fera loi, l'usage qui tend toujours à simplifier, auquel il faut céder, mais lentement et comme à regret. Mais on remarque la dernière phrase de cette préface de Maurice Druon. La préface réaffirme vigoureusement l'autorité de l'Académie. Seule institution fondée pour exercer une magistrature sur le langage, périodiquement critiquée, etc. La dernière phrase, tous ces travaux accomplis, l'Académie décide souverainement. Alors, si on lit attentivement les préfaces et les textes que nous venons de balayer, on observe une évolution assez nette dans la position face à l'usage. XVIIIe siècle, on accepte de suivre l'usage, mais avec de petites réticences. Entre 1788, moment où Domergue a demandé une réforme à l'Académie, incluant des grammairiens, une réforme de constitution de l'Académie pour inclure des grammairiens, et les années 1830, c'est un tournant politique, comme l'a relevé Danielle Salnave dans le texte qu'elle a écrit sur l'orthographe sur le site de l'Académie. L'Académie, dissoute en 1793, voit sa légitimité contestée par l'instruction publique, et c'est là le début d'une crispation sur l'usage qui est liée à une question de pouvoir symbolique avec ce nouvel acteur, l'instruction publique, aujourd'hui les ministères. Donc, l'introduction de nouveaux motifs. L'usage n'est pas ce qui s'observe, mais la sanction du temps, ce qui permet d'opposer une pétition de principe à toute forme d'autorité avec une consigne « il est urgent d'attendre ». De l'autre, l'usage, certes, l'argument de l'usage, certes, mais à la fin, l'Académie décide. Aujourd'hui, l'Académie tente de tenir les deux bouts de la corde, en somme, l'usage et l'autorité. D'un côté, désolé, l'usage n'a pas suivi. De l'autre, l'usage a suivi, d'accord, mais on n'acceptera pas tout, on trie, on décide. Donc le recours à l'argument de l'usage contient deux grands ensembles de paradoxes. Des paradoxes liés à la théorie de l'usage elle-même et des paradoxes liés à la volonté de conjuguer usage et volonté prescriptive. Le paradoxe de l'usage lui-même. Alors je voudrais rappeler pour commencer qu'au départ, l'argument de l'usage était plutôt utilisé au XVIe siècle par les tenants d'une orthographe réformée contre les initiatives privées qui voulaient réétymologiser. Donc c'était plutôt dirigé contre les latineurs. C'est rappelé dans des textes du début du XVIIe siècle. Tel que mis en place au XVIIe siècle, donc l'usage actuel contre ce lien historique. Tel qu'il a été mis en place au XVIIe siècle, cet argument pourrait conduire à accepter des formes nouvelles, voire incorrectes, et parfois les remarqueurs comme Bourg, qu'on ne peut absolument pas qualifier de révolutionnaire, finit par énoncer cette position en disant « Bon, l'usage veut dire breveté contre l'analogie de la langue, il en faut passer par là. » Bon, donc l'argument de l'usage actuel subi est finalement relativement accepté. Par ailleurs, une observation stricte de l'usage révèle des anomalies que l'Académie reconnaissait elle-même. Dans le cahier de remarques qui est cité par Didot en 1867, les cahiers de Mézeray qui sont repris ensuite, l'ancienne orthographe pêche quelquefois en lettres superflues. Il n'en est pas de même. Alors ça introduit des anomalies parce que d'un côté il y a des lettres superflues et de l'autre l'usage a éliminé des lettres superflues. Donc on se trouve avec une concurrence avec des formes où il y a des lettres superflues et des formes où il n'y a pas de lettres superflues. Et ainsi, on n'orthographie plus le mot « écrire » avec un « P ». Donc, on accepte l'usage d'un côté. Donc, l'usage est facteur d'anomalie, en fait. Suivre l'usage accepte par ailleurs à observer la variation et à accepter la concurrence des formes.
L'argument de l'usage donc est paradoxal au sens où il y a deux formes qui sont également bonnes. C'est le problème des deux formes également bonnes. Et ici, on voit dans les cahiers de Mézeray qu'il y en a une des deux qui n'est pas si usitée que l'autre, mais qu'on ne peut pas condamner. Donc l'Académie ici, ce texte en tout cas, pose le problème de la dissymétrie entre prescription et proscription. Cette situation s'est retrouvée à l'identique en 1990, et on pourra rappeler la formule de l'Académie après 1990, selon laquelle elle n'a pas souhaité donner un caractère impératif à ces rectifications, à cause de l'argument de l'usage, précisément. Outre les ambiguïtés qu'elle contient dans ce qui relève de l'autorité. Si elle dit qu'elle n'a pas souhaité donner un caractère impératif à ces rectifications, aurait-elle pu le faire si elle l'avait souhaité ? Elle assume d'une certaine manière la complexification assumée par le choix. C'est le problème du choix. Cette position n'en revient-elle pas finalement à autoriser des innovations à condition seulement qu'elles ne soient pas présentées comme prescriptives ? Enfin, l'argument selon lequel le fait que l'usage change rendrait vaine par avance toute tentative de règle est également paradoxal. Si on pousse l'argument jusqu'au bout, cela conduirait en effet à accepter un comportement erratique de l'orthographe. Usage et autorité. Alors, une petite anecdote qui est connue, je pense. En 1893, elle prélude à la grande crise de l'orthographe, la querelle de 1901 jusqu'à 1906. En 1893, l'académicien Octave Gérard a adressé une note à la commission du dictionnaire de l'Académie, inspirée des propositions de Didot et de Littré. Et il a fait ça l'été. Et les académiciens étaient plutôt en vacances. Et donc, cette proposition a été votée, tout simplement. Et puis, à l'automne, les académiciens sont rentrés, se sont aperçus que l'Académie avait voté cette proposition, et donc ont déclenché une contre-offensive a posteriori par l'intermédiaire d'un article du Figaro du 26 octobre, et elle a publié ce texte après quelques ce qui est très intéressant, parce que là, c'est le piège, en quelque sorte. Après quelques observations, l'Académie décide qu'en autorisant l'impression de la note qui lui a été soumise, relativement, elle ne dit pas à voter, mais relativement à certaines réformes orthographiques à introduire dans la prochaine édition de son dictionnaire de l'usage, et là on voit la crispation, elle n'a considéré comme définitive aucune des modifications proposées par cette note. Elle maintient son droit de statuer sur chacune d'elles. Et alors là, voilà, c'est la boîte de Pandore dans laquelle se trouve l'Académie aujourd'hui, avec par exemple la féminisation, c'est que le refus d'un principe d'autorité, comme d'un système, comme on disait au XVIIIe siècle, la pousse à imaginer un examen au cas par cas. Attitude qui a également été adoptée sur la féminisation des noms, examen dont la faisabilité est ici même reconnue explicitement comme problématique. Par ailleurs, si on refuse le principe d'autorité, faut-il en conclure que le dictionnaire de l'Académie ne doit être compris que comme le simple enregistrement d'un usage transitoire, sans vocation prescriptive, sans vocation même à faire référence ? On pourrait plaider qu'une fois l'autorité de l'Académie installée, elle n'a qu'à l'assumer. Entre usage et autorité, il faut choisir, en mis en avant certains. Ici, Didot, l'usage que l'Académie invoquait jusqu'en 1835 comme sa règle n'a plus de raison d'être. Le dictionnaire est là, donc il suffit de suivre, et donc l'Académie doit assumer son autorité jusqu'au bout. C'est également ce que va indiquer Cléda en 1903 dans ses causeries sur l'orthographe. Il n'y a pas d'usage quand il y a loi. Plus on avance dans le temps, je le cite, c'est une citation, plus on avance dans le temps, plus l'usage deviendrait ainsi un argument hypocrite. Enfin, l'Académie plaide qu'il ne saurait y avoir de prescription ou d'effet prescriptif d'une graphie sur l'usage. Mais un exemple fameux montre le contraire, celui bien connu de Nénuphar, introduit dans le dictionnaire en 1935 avec une fausse étymologie grecque, donc un PH grec, alors que le F avait été employé plus justement jusqu'alors. Et donc, il s'est trouvé que la forme nénuphar est entrée dans l'usage. Donc, l'Académie n'a pas voulu reconnaître son erreur, qui démontre, à contrario, le caractère normatif de l'orthographe dite d'usage, proposée dans le dictionnaire.
Alors on peut avancer des contre-arguments, bien sûr, à l'utilisation de l'argument de l'usage. Un argument historique. L'argument de l'usage pouvait avoir une valeur lorsque l'orthographe ne concernait précisément que l'activité de publication. Il s'agissait de prendre sa place au milieu d'une scène encombrée, notamment par les initiatives des imprimeurs. Donc le premier rapport de force symbolique, il a été avec les imprimeurs. Depuis le XIXe siècle, comme ça a été dit, d'une part, la question de l'orthographe a gagné l'écriture manuscrite, et d'autre part, l'orthographe est enseignée. Donc l'enjeu aujourd'hui ne réside plus essentiellement dans l'usage, mais dans la transmission. Et il est parfaitement défendable, et c'est le cas depuis la Révolution, finalement, que les institutions relatives à l'éducation se préoccupent d'orthographe. Mais il y a un précédent un peu fâcheux, c'est l'affaire de 1901. L'affrontement entre le ministère et l'Académie en 1901 et la reculade du ministère. Cet épisode s'est soldé par ce qu'on pourrait appeler une crise de normativité dans le rapport à la loi. Non seulement on a parlé de tolérance, mais même ces tolérances de l'arrêté Legge, qui était censé s'appliquer jusqu'en 1976 dans l'enseignement français, n'étaient pas connues et n'étaient pas enseignées. Et donc, cette situation a mis au grand jour un problème plus général, qui est celui des moyens qu'on se donne pour faire connaître une loi et pour la faire respecter. Et la légitimité de l'intervention a été attaquée dès l'époque. Ici, voici un petit extrait d'un texte de 1906. La réforme, donc on va admettre l'autorité d'une certaine manière. La réforme de l'orthographe peut nous être imposée demain par ordre. Ok, l'autorité ça marche, mais n'oubliez pas qu'à la fin de l'histoire, il y a le sens commun qui va faire échouer les lois trop iniques ou trop choquantes. Alors ici, c'est un argument qui va encore plus loin que la postulation d'une force régulatrice spontanée de l'usage. Il met en cause l'action du législateur lui-même en y opposant ce qu'on pourrait appeler le bon sens populaire, suivant une pente qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, avec plein de guillemets, de populiste. Dans l'appel à l'usage qui est fait aujourd'hui, qui ressemble à quelque chose comme l'adaptation au domaine du langage de la théorie de la main invisible, en quelque sorte, on peut lire avec beaucoup de mauvaise foi la marque d'une opposition larvée à toute forme de loi ou de règle. On a parlé d'anarchie tout à l'heure d'ailleurs. Il y a un contre-argument, bien évidemment, lié à l'histoire des langues et de leurs écritures. L'affirmation de l'Académie selon laquelle l'usage ne saurait être modifié par décret est démentie par les faits, s'agissant de l'adoption des systèmes graphiques dans le monde, comme le montrent de multiples exemples, le turc, etc. L'écriture n'est pas la langue, et les liens qu'elle entretient avec elle ne sauraient être que des liens choisis consciemment et qui font toujours l'objet d'une réflexion. Ce ne sont pas des liens naturels. S'agissant de la graphie, de fait, la prescription est complètement possible, et elle représente même le cas de figure le plus courant, à moins de renoncer à toute idée d'orthographe, précisément, orthographie. Et donc d'en revenir au système des scripta médiévales, pour ainsi dire. Dès le XVIe siècle, certains observateurs avaient d'ailleurs noté que, en fait, le problème des réformes, c'est un problème d'autorité. Et ici, c'était dû au manque de prescription et au manque de normativité. Regardez Agrippa d'Aubigné. Les raisons n'ont point manqué à ceux qui ont voulu et qui veulent encore établir ce changement en leur langue naturelle. Le seul défaut qu'il y a, c'est d'autorité. Il y fallait celle d'un roi savant, ou d'au moins d'un excellent chancelier, pour faire écrire les actes publics en cette forme, et après quelque temps, défendre, c'est la proscription, la symétrie entre prescription et proscription, défendre toute impression qui ne fût réglée à cela. Alors en conclusion, revenir sur l'histoire de la mobilisation du motif de l'usage et sur les contextes dans lesquels il a été employé est nécessaire, à mon avis, pour comprendre pourquoi cet argument a pu aussi longtemps tenir. Si on fait le bilan des directions argumentatives dans lesquelles se dirige le motif de l'usage, j'en ai listé au moins 7. L'usage modère par le nombre,
les décisions individuelles et autoritaires. Donc, on l'a vu dans le texte, dans toutes ces directions, on les a vues dans les textes. Le bon usage, en fait, ce n'est pas l'usage qu'il faut suivre, mais le bon usage. Le bon usage est un usage savant, lettré de l'élite. Alors ici, la notion d'écrivain qui s'est substituée à la notion d'imprimeur. Dans mon optique, l'appel aux écrivains aujourd'hui est une manière de contourner le problème des éditeurs dont on a parlé, qui sont les successeurs des imprimeurs. Le pouvoir normatif de l'usage entraîne stabilité et homogénéité. Tourné vers le passé, l'usage entretient la tradition. Si on l'interprète comme tourné vers le passé, si on l'interprète comme tourné vers l'avenir, l'usage apporte la sanction du temps. Enfin, l'usage fait le tri que la raison ne peut pas faire, c'est-à-dire que là, c'est en quelque sorte l'impossibilité de traiter la question de l'orthographe par des moyens systématiques, et donc l'usage ferait ce tri que des spécialistes ne peuvent pas faire. Et enfin, dernière direction argumentative, il faut s'incliner devant l'anomalie apportée par l'usage, et je dirais qu'il y a un prolongement de cet argument qui est aujourd'hui l'amour des exceptions, si vous me passez cette expression. Le goût des exceptions, j'ai mis plutôt là. Donc l'argument de l'usage est un argument qui ne peut plus bien tenir dans les conditions historiques actuelles. Développé pendant 4 siècles par l'Académie, il représente en réalité de façon hypocrite une machine de guerre contre des initiatives n'émanant pas de l'Académie elle-même. Hypocrite, car que peut-on mettre sous le terme d'usage aujourd'hui s'agissant d'orthographe ? Comment peut-on imaginer une orthographe qui évoluerait naturellement, de façon spontanée, sans aucune action prescriptive ? Sur quoi les scripteurs pourraient-ils s'appuyer si ce n'est sur l'exemple de modèles dotés d'une certaine forme d'autorité ou de normativité ? S'agissant d'orthographe, il est très difficile et même acrobatique de défendre la référence à l'usage, dans ce sens qui n'est rien d'autre qu'une manière de mettre un nom élégant sur un appel aux forces de l'inertie. Les contorsions discursives qu'on a observées dans les préfaces, et singulièrement dans celle de Maurice Duhon en 1992, montrent que l'Académie n'est plus à l'aise avec cet argument même, et je pense, peut-être avec quelque optimisme, que cet argument a épuisé aujourd'hui ses ressources. La question est alors de savoir si on disqualifie tout bonnement l'argument de l'usage, ce qui à mon sens est très possible, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ou si l'on tente d'en faire quelque chose. C'est cette discussion que je voudrais soumettre à vous. Si on tente d'en faire quelque chose, à ce moment-là, l'usage non pas comme sanction, mais comme valeur, et notamment une valeur, une valeur de sûreté. Une valeur de sûreté. Et je voudrais terminer par ce petit paragraphe qui se trouve dans le rapport de 90, qui renvoyait d'une certaine manière l'Académie à sa mission première, dans l'intérêt des générations futures, un cadeau des adultes aux enfants, de continuer à apporter à l'orthographe des rectifications cohérentes, pour rendre, il y a le mot usage, mais un usage plus sûr. Voilà, la valeur de l'usage, elle est là-dedans, elle est dans la sûreté. Comme il a toujours été fait depuis le XVIIe siècle, et comme il est fait dans la plupart des pays voisins, on ne saurait mieux dire. Merci. Merci beaucoup, Gilles, pour ce très bel exposé.